Bonjour, hello, hola, guten tag. Mille pardons de commencer en retard. Et mille pardons pour toutes les langues que je ne sais pas parler. On va essayer de faire un petit point rapide pour peut-être les quelques grands éléments qui peuvent vous intéresser. Et puis ensuite, on discutera. Donc je commence, tu prends le relais. On est sur une campagne, qui, vous le savez tous, tout à fait spécifique, en particulier parce que depuis un an, on nous annonçait une Marine Le Pen en tête, en disant que la campagne se ferait sur les questions de l'identité et de l'islam, de même que les campagnes des primaires de droite et de gauche devaient se faire sur ces thématiques-là, nous disait-on, et donc Nicolas Sarkozy devait gagner la primaire, Manuel Valls devait gagner la primaire, Marine Le Pen devait arriver en tête. Rien ne s'est passé bien évidemment comme cela, et c'est bien en partie cette question-là, le fait que cette thématique n'ait pas été au cœur du débat, qui nous permet de comprendre une partie du vote. La campagne de Marine Le Pen, c'était une campagne de second tour, on l'a bien vu, sauf dans la dernière ligne droite, en particulier à partir du discours au meeting du Zénith à Paris une semaine avant le vote, où là elle revient effectivement sur les fondamentaux de type islam, identité, immigration, mais le reste de sa campagne était amplement une campagne faite pour le second tour. Visait de manière très très claire l'électorat de droite, craignant son programme économique, tel que cela avait posé des problèmes de report de voix aux élections en 2015, puisque les reports de voix de l'électorat de droite vers l'extrême droite au second tour étaient au maximum à 40% selon les territoires. Donc clairement, on a vu un programme qui cherchait à dire « n'ayez pas peur » de la sortie de l'euro, et qui essayait de parler aux catégories où le Front National peine, les retraités, les CSP+, ceux qui ont de hauts revenus, et les diplômés. De ce côté-là, même si aujourd'hui, bien évidemment, le score de Marine Le Pen est un score historique pour l'extrême droite française, même supérieur si on cumule les candidatures de Bruno Maigret et de Jean-Marie Le Pen à 2002, même cumulées, on n'est pas au même niveau. Néanmoins, sur ces catégories-là, l'essai n'est pas transformé, effectivement, sur les retraités, sur les CSP+. C'est tout à fait intéressant. On voit que les enquêtes d'opinion qui prévoyaient à peu près 15 points pour les foyers à plus de 3 000 €, ces enquêtes faites il y a plus d'un an, au début 2016, donnaient 15 points. Et selon les estimations faites par l'Ipsos sur ces foyers-là hier, ils ont voté à 15 points. Il n'y a pas eu de gain en une année de campagne. Donc ici, il y a des vraies difficultés. De même, chez les plus diplômés, on sait que c'est quelque chose qui est très important dans le vote Front National. On avait déjà constaté en 2012 que Marine Le Pen, malgré son excellent score, était en deçà, pour ce qu'on appelle les professions intellectuelles, vous, nous, en deçà des scores de Jean-Marie Le Pen, par exemple en 1988. De même, cela continue. Sur le vote 2017, Marine Le Pen n'est pas arrivée, alors que c'était une de ses cibles, à progresser dans ce milieu-là. Enfin, sur les primo-votants, ceux qui à 18 ans viennent voter pour la première fois, rentrent dans le corps électoral. C'est un secteur clé pour le Front National depuis la présidentielle de 1988 également. Toutes les enquêtes d'opinion depuis 2 ans nous disaient que ce serait absolument formidable pour le Front National, que la jeunesse serait du côté du Front National. On a vu que ce n'est pas le cas, puisque le premier choix chez les primo-votants cette année, ça a été Jean-Luc Mélenchon. Enfin, dans cette élection assez paradoxale, donc avec ce score historique, 7,5 millions de voix, on note également qu'il y a un problème du côté du gender gap. Vous savez que Jean-Marie Le Pen avait un vote très différencié selon le sexe des électeurs, avec un vote très puissant chez les hommes et très faible chez les femmes. On avait noté à l'élection de 2012 une grande réduction de la chose. Alors selon les estimations, selon les enquêtes faites, on était à 1,5 point, à 2 points de différentiel seulement. Ne mégotons pas, disons 2 points. Manifestement, dimanche, on est à 4 points de différence entre le vote des hommes et le vote des femmes. Donc là, Marine Le Pen a nettement moins séduit chez les femmes que chez les hommes. Et ça, c'est une difficulté qu'elle n'avait pas eue en 2012. C'est un trait important, je crois, à noter. Si on regarde les résultats, on voit également
Marion Maréchal, vous savez, les débats qu'il y a à l'intérieur du Front National, qu'on caricature souvent d'une manière un petit peu excessive entre Florian Philippot, Marion Maréchal Le Pen, mais il y a aussi des discussions stratégiques là-dedans. Marion Maréchal Le Pen, il y a plus d'1 an, avait expliqué qu'en gros, le Front National était au nord-est, au summum de ses capacités, sur le bassin méditerranéen avait également fait le plein, et que ce que devait viser le Front National, là où il avait des réserves de voix pour cette présidentielle, c'était la façade atlantique. C'était des territoires comme la Bretagne. Or, quand on regarde les résultats de dimanche, cette zone-là a voté pour Emmanuel Macron, effectivement, n'a manifestement pas été assez travaillée. Ce n'est pas une zone où, effectivement, ils ont pu aller chercher de nouvelles voix. L'axe global du vote, par contre, reste celui qui existe depuis les années 80. Vous prenez la carte de France, vous prenez une règle, vous allez du Havre à Perpignan. À l'est, vous avez le Front National. À l'ouest, vous avez moins de Front National. Ça, c'est une carte absolument classique qu'on peut expliquer de plein de manières différentes, puisque c'est une carte qui correspond à l'implantation de l'immigration depuis la fin des années 60, mais que c'est une carte qui correspond à des grands clivages anthropologiques en France. Un démographe comme Hervé Lebras vous dirait c'est des différences d'habitat qui remontent même au très très long cours. À quoi ça correspond? Il y a différents facteurs pour expliquer cette ligne-là qui ne sont pas forcément excluants les uns par rapport aux autres. La question territoriale est importante, c'est que la France, c'est la moitié des communes de tous les pays de l'Union européenne. Hein, nous avons le goût des communes. Donc Marine Le Pen, on l'avait vu en 2012, on avait vu aux élections intermédiaires depuis, était extrêmement puissante sur toutes ces petites communes en France. C'est quelque chose qui ne change pas. La question de cette fracture territoriale, qu'on a pu en parler parfois, reste un moteur du vote FN. C'est quelque chose qui commence, non pas comme on le dit parfois en 2002, hein, c'est quelque chose qui date de 1995, la pénétration dans le périurbain, la pénétration accélérée dans la ruralité. C'est un processus en cours depuis 1995 qui continue à se marquer. Là-dessus, je peux vous citer peut-être, si ça vous intéresse, les travaux de Jérôme Fourquet dans le cadre de l'Observatoire des radicalités politiques. Il y a Jérôme Fourquet, il y a Géol Gombin qui ont fait des choses tout à fait pertinentes. Je prends un exemple, Jérôme a montré comment en région parisienne, quand on s'éloigne des gares de RER, eh bien, on fait monter le vote FN. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a de nombreux travaux de Joël Gombin et Jérôme Fourquet autour de ces questions géographiques. Si on regarde la redistribution des offres politiques, et la question, effectivement, il y avait une nouveauté quand même dans le paysage politique français cette année, et dans son accueil, qui est la question de Jean-Luc Mélenchon. Je prends la seule commune de France de plus de 100 000 habitants qui avait placé le Front National en tête au municipal en 2014. C'est la ville de Perpignan. Le Front National avait fait 34%, la droite 31%, la liste d'union de la gauche, Parti socialiste, Parti communiste français, 12%. Dimanche, Marine Le Pen fait 25 points, Jean-Luc Mélenchon fait 24 points, le double que la liste d'union de la gauche. Donc là, il y a bien une redistribution des forces politiques, et à ce stade, il n'est pas évident, on n'a pas encore tous les critères, on n'a pas encore eu le temps de tout traiter, vous nous en pardonnerez, mais il semble bien que le pari de Jean-Luc Mélenchon, en ce qui concerne la jeunesse, en ce qui concerne ce type de territoire, d'aller être une offre concurrentielle sur le plan des classes populaires, aller se proposer comme autre offre que le Front National, a en partie fonctionné. Quand vous regardez d'autres villes, des villes qui sont passées aux mains du Front National, comme Congolin ou comme Béziers, alors Béziers, Robert Ménard n'est pas au Front National, hein, mais vous savez qu'ils sont dans une alliance, on a le même ordre d'arrivée, Marine Le Pen première, Jean-Luc Mélenchon second. Donc là, il y a des questions vraiment au long cours qui se posent sur la redistribution des forces politiques en France. Alors, sur la redistribution qu'on voit pour le second tour, on voit que Marine Le Pen, depuis dimanche soir, essaye de reconstituer la France du non du référendum de 2005, la France qui avait récusé le traité constitutionnel européen. Ce n'est pas un jeu évident, parce que ce basculement auquel ils appellent, disant le clivage droite-gauche est dépassé, ce qui a une visée tactique, bien évidemment, dire le clivage droite-gauche n'existe plus, c'est dire que l'étiquette d'extrême droite n'existe pas. Il ne faut pas être naïf quand le Front National parle de ça et qu'un certain nombre de commentateurs se mettent dans sa roue. Il faut quand même comprendre la visée tactique, c'est faire disparaître l'étiquette extrême droite quand on dit ça. Ce basculement sur un axe mondialisme patriote, dit le Front National,
il s'inscrit d'abord dans un long cours idéologique. Vous savez que l'extrême droite française récuse le terme de nationalisme dès la fin du XIXe siècle et lui préfère le terme de patriote. Mais c'est un axe, par contre, au niveau de la stratégie qui est difficile. Il date de la chute du mur de Berlin. Un mois après la chute du mur de Berlin, la revue du Front National, la revue théorique du Front National dit « Maintenant que le mur est tombé, la question n'est plus l'affrontement droite-gauche, elle est l'affrontement entre les mondialistes et les identitaires, entre les mondialistes et les patriotes. » À l'époque, la revue théorique du Front National range d'ailleurs le Front islamique du salut et les mouvements islamistes comme participants du réveil identitaire face au mondialisme, position sur lesquelles, le moins qu'on puisse dire, le parti a profondément évolué. Ce qui se dessine, c'est face à Emmanuel Macron, c'est un axe qu'on avait déjà vu en fait aux européennes de 2014, que le Front National manifestement espère rejouer gagnant, hein, mais c'était la même stratégie d'essayer de reconstituer la France du non, qui est de dire il y a un libéralisme intégral. Alors en 2014, aux européennes, c'était le Parti socialiste, le libéralisme intégral, c'est un libéralisme culturel, c'est un libéralisme économique, c'est la courroie de transmission de l'Union européenne dont le projet politique est ce libéralisme intégral. Et face à cela, il y a un souverainisme intégral qui répond en toute chose par la souveraineté, l'immigration, la démographie, c'est la souveraineté, la culture, l'islamisation de l'Europe, en face la souveraineté, souverainisme politique, protectionnisme économique, etc. Un souverainisme intégral contre un libéralisme intégral. C'est une position qui n'est pas facile du tout, parce qu'on a bien vu donc que sur l'électorat de droite, ce programme économique, le programme économique qui inclut ce souverainisme intégral, effraie très largement donc l'électorat à droite, effraie très largement des catégories comme les retraités, les diplômés, tous ceux dont je parlais au début, qui justement ont fort peu voté FN. Et ça nous renvoie à la spécificité de cette campagne, qui était donc faite normalement pour parler, on nous avait dit terrorisme, islam, identité, et qui aura essentiellement parlé des institutions, du renouvellement de la politique, d'une part, et de l'économie et du rapport à l'Union européenne, d'autre part. Écoutez, moi je voudrais en complément revenir sur ce qui a commencé à susciter beaucoup d'interrogations hier soir à partir du moment où Marine Le Pen l'a annoncé, c'est-à-dire cette mise en retrait du Front National, qui, il faut d'abord commencer par là, est bien une mise en retrait, j'allais dire un pas de côté, et non pas une démission, ni une rupture, ni la volonté de dissocier sa personne de l'avenir de son parti. Si on voulait résumer les choses, je l'ai fait plusieurs fois depuis hier soir, en termes, comment dire, en anglais plutôt qu'en français, c'est step aside, ça n'est pas step down. Elle n'a pas laissé tomber ses responsabilités, elle se met, comment dire, dans une position dont elle espère qu'elle va lui permettre, d'ici le second tour, de rentrer dans ce rôle de personnalité qui a bien compris le fonctionnement des institutions de la Ve République et qui se situe au-dessus de la mêlée, y compris de la mêlée de son propre parti. Donc il n'y a pas, je précise quand même parce que j'ai entendu beaucoup de spéculations depuis hier soir, il n'y a pas de changement de direction en vue, sauf si pour des raisons statutaires, elle décidait véritablement qu'à titre intérimaire, un certain nombre de mesures supplémentaires doivent être prises qui donneraient, on est en train d'étudier ça de près, une sorte de présidence intérimaire à quelqu'un qui s'appelle Jean-François Jalc, dont il sera intéressant d'ailleurs, puisqu'il est là depuis, je dirais pas la nuit des temps, mais une bonne trentaine d'années, de voir exactement si, lorsqu'il écrivait dans National Hebdo dans les années 80, ce qu'il disait était parfaitement dédiabolisé par rapport à ce que Marine Le Pen souhaite aujourd'hui. J'en suis pas certain. Donc, Marine Le Pen prend de la hauteur, mais pour autant, elle le fait de la manière dont certains commentateurs allemands ont dit de Frauke Petry ce week-end, qu'elle se laissait sortir, si je puis dire, pour mieux revenir. Elle ne prend pas de la distance parce que la fronde à l'intérieur du parti lui commande de s'en aller. Elle prend de la distance parce qu'elle sait que son score de dimanche soir n'est pas un score extraordinaire et qu'à l'intérieur du Front National, certains lui en font grief
sur des sujets proprement politiques que je vais aborder dans 2 minutes, et qu'elle pense, elle, que le meilleur moyen de faire taire ceux qui actuellement lui font grief de son demi-échec, c'est effectivement de prendre un petit peu de champ pour mieux ensuite reconquérir sa position dominante. Pour tout vous dire, ça c'est le premier effet d'annonce, et je dis bien effet d'annonce parce que je pense que c'en est un, c'est le premier effet d'annonce de la période de l'entre-deux-tours. Il se peut qu'il y en ait d'autres. Il se peut qu'il y en ait d'autres, notamment, c'est un bruit, une rumeur, tout ce que vous voulez, qui me revient depuis hier soir, qui serait une déclaration sur l'Europe. Une déclaration sur l'Europe par laquelle Marine Le Pen dirait, selon une formulation qui reste à trouver, écoutez, oui, j'ai compris qu'effectivement, dans le programme du Front National, il y avait quelque chose qui ne m'avait pas permis de monter aussi haut que les sondages de début de campagne le prévoyaient, et qui est cette partie du programme frontiste disant sortie de l'Europe, sortie de l'euro. C'est vrai que c'est une véritable épine dans le pied du Front National, parce que cet item de la sortie de l'Europe et de la sortie de l'euro ne fait pas l'unanimité des électeurs ou des sympathisants frontistes. Donc, il est possible effectivement qu'elle se prononce là-dessus, il est possible qu'elle dise quelque chose là-dessus, et qu'elle, en même temps, choisisse de manière, cette fois-ci officielle, plus simplement par les propos de meeting qu'elle a pu tenir, par exemple lors du meeting qu'elle a tenu le 17 avril au Zénith de Paris, il est possible qu'elle décide de remettre l'accent sur le fondamental absolu du Front National, qui est immigration-identité. Si vous regardez bien les réseaux sociaux, vous verrez que, par exemple, hier soir, assez tard hier soir, il y a un tweet très intéressant de Robert Ménard, qui est un peu j'allais dire, la figure emblématique de ce qu'on appelle la droite hors les murs en France, de tous ces gens qui sont un peu du côté du FN et en même temps pas complètement dedans, et qui explique « ça n'est pas la question européenne qui intéresse au premier chef notre électorat, c'est la question identitaire ». Donc on peut effectivement avoir cette question qui émerge par une déclaration de Marine Le Pen, mais je voudrais attirer quand même votre attention sur un point. Si Marine Le Pen lâche un petit peu sur la question de la sortie de l'Europe, sur la question identitaire elle-même, elle se met en difficulté. Pourquoi ? Parce que la clé de voûte du programme, y compris des mesures qui sont comprises dans les 144 engagements et qui traitent de l'identité et de l'immigration, sont conditionnées par le fait de sortir de l'Union européenne. Je m'explique. La définition de l'étranger que Marine Le Pen donne, c'est celui qui n'est pas un national français. Elle se met dans la posture de la présidente de la République qui fait sortir la France de l'Union européenne. La France est donc désormais seule dans son hexagone, et tous les citoyens de l'Union européenne qui ont actuellement un certain nombre de droits spécifiques liés à leurs conditions de citoyens d'un pays membre de l'UE, ils ne les ont plus. Ils ne les ont plus. Ils ne peuvent plus voter aux élections européennes ni être candidats. On est sorti de l'Europe, on est donc sorti de Schengen, donc la liberté de circulation n'est plus la même, etc., etc. Si elle dit demain « je bouge sur la question de l'Europe », alors subitement, il faut aussi qu'elle redéfinisse son programme par rapport à l'immigration. Parce que si vous ne sortez pas de l'Europe, bien évidemment, ou bien vous faites comme certains pays d'Europe de l'Est, qui restent dans l'Europe. Et c'est à mon avis quelque chose de très intéressant de regarder la manière dont Marine Le Pen aujourd'hui voit ce qui se passe en Pologne, ce qui se passe en Hongrie, ce qui se passe en Slovaquie. Si jamais le Front National dit demain, on ne sort plus de l'Europe. Il y a une possibilité, c'est qu'il considère qu'il reste dans l'Europe, un petit peu comme Mme Schindler reste dans l'Europe, comme M. Orban reste dans l'Europe, c'est-à-dire que, grosso modo, on prend ce qui vous intéresse, en l'occurrence les sous, et on laisse le reste. Voilà. Mais si jamais on reste dans l'Europe, on peut aussi se retrouver contraint sur les questions de maîtrise des flux migratoires, d'accueil des réfugiés, de définition des droits des étrangers, etc., on peut se retrouver contraint par la politique commune
Et à ce moment-là, évidemment, la présidence Front National, ce serait une présidence absolument bridée par le fait qu'on reste dans l'Europe. Donc elle va se retrouver face à un nœud de contradiction qui est très compliqué à résoudre, parce que d'un côté, si effectivement elle lâche sur la question de l'Europe, elle peut y trouver son compte électoralement, mais en même temps, idéologiquement, son programme devient illisible. Et puis il ne faut pas oublier non plus que même si tout le monde ne plébiscite pas la sortie de l'Europe parmi les électeurs du Front National, à l'intérieur de l'appareil du Front National, lui, c'est véritablement un incontournable. Et on voit bien comment, d'ailleurs, Marine Le Pen va dérouler sa campagne de second tour. Elle va la dérouler, j'ai l'habitude de dire, en la réduisant à l'os. La réduire à l'os, ça veut dire quoi? Imposer, dans le débat de l'entre-deux tours, un certain nombre de propositions binaires, strictement binaires. Je suis la candidate des patriotes contre le candidat du mondialisme. Je suis le candidat du protectionnisme intelligent contre le candidat des marchés. Je suis la candidate de l'identité française face au cosmopolitisme, avec d'ailleurs toutes les dérives que ça peut éventuellement amener sur cette opposition nationale cosmopolite, dont à mon avis elle va beaucoup jouer. Donc la campagne, à mon avis, elle va se dérouler comme ça. Elle sait qu'Emmanuel Macron est son meilleur adversaire. Elle sait exactement quel est l'angle sur lequel, ou les angles sur lesquels elle doit l'attaquer, et elle va le faire en s'adressant à deux catégories d'électeurs qui, pour l'instant, ne sont pas les siens. Les électeurs de François Fillon, qui sont sensibles à la rhétorique identitaire, et qui, par ailleurs, il faut le rappeler quand même, c'est pas suffisamment dit, les électeurs de François Fillon sensibles à la rhétorique identitaire, et ceux qui ont en tête une chose qui me rappelle beaucoup la situation d'une partie des électeurs de droite entre 81 et 83. Sortir la gauche, la détestation de la gauche, le fait de penser non seulement qu'il faut la détester, mais qu'au fond, elle n'a pas de légitimité à être au pouvoir et qu'il faut donc en finir avec cette espèce d'anomalie française qui fait que la gauche, contre l'ordre naturel, en quelque sorte, exerce le pouvoir. Donc elle va s'adresser aux électeurs de François Fillon là-dessus, mais va aussi s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Elle va s'adresser aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon en leur expliquant effectivement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il y a une chance historique de battre celui qui est le représentant des gagnants objectifs de la globalisation, celui qui est le représentant du capital mondialisé, celui qui est, j'allais dire, le candidat quintessentiel représentant les élites tant détestées. Et là se pose effectivement un problème, qui est l'attitude de Jean-Luc Mélenchon au soir du scrutin. Moi, je le dis franchement, ce n'est pas une position de chercheur, pour le coup. C'est une opinion personnelle, mais je l'affirme haut et fort. Cette attitude de non-choix entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon est une faute. C'est une faute morale et c'est une faute politique. Parce que lorsqu'on fait campagne, comme Jean-Luc Mélenchon l'a fait, à bon escient d'ailleurs, en expliquant que la France est un creuset de vagues d'immigration, que la France s'est faite avec les apports positifs de toutes les populations qui ont été brassées par la proximité de la mer Méditerranée. Je vous rappelle son discours de Marseille. Et qu'au soir du scrutin, on ne sait pas, ou qu'on ne veut pas, prendre parti entre quelqu'un qui veut inscrire dans la Constitution de la France la préférence nationale et quelqu'un qui, bien évidemment, souhaite que les étrangers résidant en France continuent à avoir les droits qui sont actuellement les leurs. Très honnêtement, d'une part, c'est un pari extrêmement risqué contre son propre électorat, qui a tout de même un certain nombre, je l'espère encore, de fondamentaux antifascistes qui sont largement ancrés, et d'autre part, c'est une responsabilité historique énorme pour le cas extrêmement peu probable, mais qu'il faut évoquer quand même, où cette élection présidentielle tournerait à la faveur de Marine Le Pen. Donc, elle le sait, Marine Le Pen, qu'elle va devoir s'agresser aussi aux électeurs de ce candidat qui prend la décision, il a encore le temps de rectifier le tir, me direz-vous, mais prend la décision de considérer qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont
comme je l'ai entendu dans le même milieu il y a quelques années, les deux faces d'une même médaille, ce qui, de toute évidence, du simple point de vue des programmes, quand on les regarde objectivement, je ne parle pas là des styles, je ne parle pas de ce populisme qu'on leur prête à tous les deux, du simple point de vue des programmes, est un non-sens absolu. L'Europe sociale que Jean-Luc Mélenchon souhaite mettre en route, et qui consiste non pas à sortir de l'Europe, mais à réécrire les traités, et à les réécrire dans le sens du mieux-disant social, ça n'est pas même, j'allais dire, un tout petit peu l'Europe de Marine Le Pen, puisque ce qu'elle veut, ça n'est pas réécrire les traités, c'est sortir des traités. Ensuite, du côté de la droite, il y a quelque chose qui commence à se passer depuis hier soir, et dont on verra quelle ampleur cela prend dans les jours qui viennent. C'est ces gens qui n'appellent pas à voter pour Marine Le Pen, mais qui n'appellent pas non plus à voter pour le candidat républicain le mieux placé. François Fillon a été clair, Christian Jacob l'a été aussi. On ne peut pas leur demander de voter de gaieté de cœur pour Emmanuel Macron, mais ils pratiquent, en l'espèce, la discipline de vote républicaine. Ils le feront, comme Christian Jacob l'a dit, en jouant quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est les élections législatives et la possibilité que le président nouvellement élu se retrouve dans une situation de cohabitation avec une majorité qui sortirait des élections législatives et qui ne serait pas la sienne. Mais il y a des voix, celle de Laurent Wauquiez, qui pèsent, celle de Christine Boutin et de Jean-Frédéric Poisson, qui pèsent beaucoup moins, celle de quelques parlementaires, Jacques Miard, Nicolas Duhigg ce matin, qui vous disent, mais finalement, compte tenu de ce qu'est Marine Le Pen aujourd'hui, compte tenu de cette fameuse dédiabolisation qu'on a vue à l'œuvre, eh bien, voilà, moi je ne m'exprime pas, je ne dis pas que je voterai pour elle, mais je ne dis pas non plus que je ne voterai pas pour elle. Et ça, c'est peut-être le début, à la marge quand même, mais c'est peut-être le début de ce que Marine Le Pen souhaite depuis longtemps, c'est-à-dire voir un certain nombre d'élus, un certain nombre de cadres de la droite, des Républicains en particulier, faire le grand saut en dehors de leur parti politique et dire, écoutez, voilà, on s'est pris l'expression française est veste électorale, hein. François Fillon a fait un score qui était bien en deçà du score prévu. Cela prouve que les Républicains ne fonctionnent pas, cela prouve que leur logiciel politique n'est pas adapté aux attentes des citoyens. Par conséquent, on passe au front. On y passe au moins en votant pour lui, en attendant peut-être d'y passer tout à fait. Pour l'instant, il y a 2 députés des Républicains, 2 anciens députés des Républicains, qui figurent parmi les personnalités qui seront investies par le Front pour les élections législatives. Jérôme Rivière, ancien député des Alpes-Maritimes, et Michel Huneau, ancien député de Loire-Atlantique. Ce sont les 2 prises de guerre, si je puis dire, du Front National en vue des prochaines élections législatives. Mais peut-être y en aura-t-il d'autres. Et c'est aussi un mouvement qu'il va falloir scruter pendant les prochaines semaines, compte tenu des remous internes qui vont naturellement s'exprimer au grand jour sur le pourquoi du mauvais score de François Fillon. Et ça va inclure non seulement la question de stratégie politique, mais la question de sa personne. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour changer ce logiciel? Il y aura toujours des gens qui trouveront que ça ne va pas assez loin, notamment sur la question de l'identité et de l'immigration, et qui, à ce moment-là, risquent pour la première fois d'exprimer clairement leur désir de partir et de faire un bout de chemin avec une Marine Le Pen dont ils pensent qu'elle n'est plus la représentante du Front National de jadis. Je conclurai en disant que malgré tout, s'il y a un grand enseignement à retenir de cette campagne, c'est que sous le vernis de la dédiabolisation, qui effectivement existe, les mots utilisés ne sont plus les mêmes, encore que le style utilisé n'est plus le même, les gens ne sont plus les mêmes. On a retrouvé dans la campagne de Marine Le Pen tous les fondamentaux des campagnes de Jean-Marie Le Pen de 1988, 1995, 2002, notamment la question de l'immigration, la question de l'identité et la question de la détestation des élites, de cette fameuse diabolisation des élites, parce qu'on a une dédiabolisation politique, mais on a une diabolisation de ce que le Front National appelle les élites, qui aujourd'hui, si vous regardez notamment sur les réseaux sociaux, atteint un niveau
de détestation, voire de haine, que je trouve, moi, bien supérieure à ce que je voyais. Enfin, les réseaux sociaux n'existaient pas de la même manière, il est vrai, mais au début des années 2000. C'est-à-dire véritablement une situation qui peut devenir, notamment en cas d'échec sévère de Marine Le Pen, un élément supplémentaire de crispation chez ses partisans, parce qu'on atteint à un moment donné le point de rupture dans la détestation du système. Je laisse Madame distribuer la parole. Comment cette décision de Marine Le Pen de step aside de la Front National, ça risque pas d'être une déception pour son propre camp? Est-ce qu'on prend plusieurs questions ou vous répondez? Alors par trois, parce qu'au bout d'un certain temps, notre capacité à les mémoriser s'émousse. Je voudrais savoir si Carmen Vela, Cadena Ser, l'Espagne. Je voudrais savoir si cette fois que vous pensez que c'est le cas de Mélenchon de ne pas conseiller les votes contre Marine Le Pen, pas vraiment, peut-être aide Macron, qui peut se présenter comme la personne, le candidat du centre sans les extrêmes. Merci, c'est Silvia Ayuso du journal espagnol aussi, El País. Je me demande dans quel, parce que on peut pas totalement dire que Marine Le Pen n'a pas une choix de gagner. C'est ça que je comprends. Même si Macron il est assez haut, il a beaucoup plus de chances, mais il y a quelques scénarios. Je me demande quel facteur pourrait aider à Marine Le Pen à gagner le 7 mai. Comme, je sais pas si un attentat pourrait être un facteur qu'elle pourrait utiliser. Quelques autres. Qu'est-ce qui devrait passer qui pourrait aider à Marine Le Pen pour gagner plus de votes? Commençons peut-être par la dernière question. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que Marine Le Pen puisse gagner ce vote? Un report des électeurs de François Fillon supérieur aux 30% qui sont actuellement donnés par les instituts de sondage. Un déplacement vers Marine Le Pen du vote des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, ce qui, pour l'instant, est une hypothèse qui n'est pas prise en considération, enfin, qui est estimée peu probable par les instituts. Il y a évidemment une petite partie de l'électorat Mélenchon qui se portera sur Marine Le Pen, mais enfin, très majoritairement, je crois qu'il y a quand même, et c'est ça qui le met en difficulté, à penser à Jean-Luc Mélenchon, chez ses partisans, une conscience tout de même que cette manière de renvoyer dos à dos les deux candidats n'est pas conforme même à la tradition d'engagement de la gauche radicale dans tous les combats antifascistes depuis que le Front National existe. La question de l'attentat. Vous savez, on vit en France depuis les attentats de janvier 2015 dans une situation qui est à la fois d'extrême tension avec l'état d'urgence qui est toujours en vigueur et en même temps, je trouve, de calme extrême qui fait que la vie reprend ses droits. On l'a vu sur les Champs-Élysées juste après l'attentat, presque aussitôt après que les faits se soient produits. Pourquoi? Parce que les Français savent que la victoire contre Daesh ne dépend pas uniquement de ce qui se passe ici, que c'est un combat qui ne pourra être mené et gagné qu'avec nos partenaires européens, qu'avec nos partenaires de l'OTAN, et que, au fond, lorsque Marine Le Pen dit, juste après l'attentat des Champs-Élysées, si j'avais été présidente, cela ne se serait pas passé, l'immense majorité des Français ne la croient pas. Je ne parle pas ici de l'aspect récupération politicienne à laquelle il fallait s'attendre à aussi peu de jours de l'élection, mais du simple fait que les Français savent qu'il ne suffit pas que Marine Le Pen soit à l'Élysée pour que subitement le terrorisme s'arrête. Marine Le Pen dit, si je suis élue présidente, j'expulserai immédiatement tous les fichiers S de nationalité étrangère.
Je passe sur le fait que les fichiers S ne sont pas tous des gens qui sont impliqués dans la mouvance islamiste radicale, mais il se trouve que le terroriste des Champs-Élysées était de nationalité française et que si Marine Le Pen avait été présidente de la République, cet homme n'aurait pas été expulsable. Donc, ça, je crois que les Français en ont relativement confiance. Maintenant, l'attentat qui s'est déroulé n'était pas, j'ai du mal à dire ce que je vais vous dire là, mais ça n'était pas un attentat de masse. C'était un attentat qui, malheureusement, a fait un mort dont nous venons de commémorer la mémoire ce matin même à la préfecture de police, mais ça n'était pas un attentat massif au sens où ceux du 13 novembre 2015 et l'attentat de Nice ensuite l'ont été. Et honnêtement, moi je ne sais pas ce qui se serait produit si jamais cette attaque avait été beaucoup plus meurtrière, ou si le même modus operandi que celui utilisé en 2015 et en 2016 avait été utilisé ce soir-là. Mais je trouve que la population française dans son ensemble ne s'est pas emballée, et on l'avait vu d'ailleurs lors des élections régionales de 2015. Souvenez-vous, les régionales de 2015 ont lieu un mois, pratiquement jour pour jour, après les attentats qui ont été commis à Paris, et qui sont les plus importants que la France ait jamais connus, avec un modus operandi, celui de l'attentat kamikaze, qu'on n'avait jamais connu sur le sol français. Et pourtant, même si Marine Le Pen progresse effectivement, enfin même si le Front National en l'occurrence progresse, avec un score historique, 27,9%, elle ne gagne pas. Ça ne suffit pas, ni en PACA ni dans le Nord-Pas-de-Calais, pour remporter des régions. Oui, je complète vite fait en essayant de répondre aux diverses questions vite fait. Sur la question de l'attentat, il faut bien voir l'évolution de l'opinion française. On est obligé effectivement de dire des choses un petit peu de manière serrée. L'évolution de l'opinion française en 2012. On a un tassement de Marine Le Pen, mais on a un vrai frémissement avec les attentats de Mohamed Merah. Les attentats de Mohamed Merah, ils marquent non pas tant quand ce sont des hommes qui sont tués, mais quand ce sont les 2 enfants de l'école. La question, bien évidemment, celle qu'on craint tous depuis des mois et des mois, c'est un Bataclan dans une école. Voilà, disons-le franchement. Un Bataclan dans une école, personne ne sait ce que devient l'opinion publique française si ça se passe d'ici au 7 mai. Personne ne peut avoir une idée de ce qui se passe dans la tête de nos compatriotes si c'est ça. Disons-le clairement. La question qu'a commencé à essayer de présenter Marine Le Pen, même si pour l'instant elle n'a pas mis le turbo dessus, mais on peut imaginer qu'au moment du débat télévisé face à Emmanuel Macron, elle sera dessus, c'est de dire dans un certain nombre de ses interventions publiques, en particulier sur le terrain, dans les meetings, le terrorisme, ce sont des réseaux transnationaux. Et c'est la réalité effective que l'on a vu, effectivement, on a affaire à des réseaux transnationaux. Donc c'est un phénomène lié à la globalisation. Et elle a tenté, par exemple, justement dans son discours de Perpignan, elle a dit, avec Emmanuel Macron, ça serait l'islamisme en marche, etc., de dire, si vous êtes partisan de la mondialisation, vous permettez les réseaux transnationaux, donc la mondialisation néolibérale et le chaos du terrorisme islamiste fonctionnent ensemble. Ça, effectivement, il y a un élément là d'accélérateur évidemment envisageable. Ceci dit, quand on regarde les enquêtes d'opinion et quand on regarde les violences anti-musulmanes en France depuis le 7 janvier 2015, ce qu'on constate, évidemment, les violences enregistrées auprès des forces de l'ordre, toutes celles qui ne sont pas enregistrées, on ne peut pas avoir d'indicateur. Mais en tous les cas, sur les violences enregistrées par les forces de l'ordre, on observe qu'au contraire de ce qu'on aurait pu craindre, les niveaux de violence non seulement sont contenus, mais sont en baisse, un attentat après l'autre. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on a un grand nombre, il y a la question qui a été posée par l'IFOP, je ne me rappelle plus précisément la formulation, mais que penseriez-vous s'il y avait des représailles contre des lieux de culte musulmans et contre des musulmans après des attentats? Il y a un très haut niveau d'acceptation à l'idée de violence faite par des tiers, qui est quelque chose de tout à fait préoccupant, effectivement, pour l'état de l'opinion. Mais par des tiers. Ça n'est pas fait dans les faits, on a au contraire une violence qui est contenue, et les gens la renvoient au tiers. Ils pourraient l'accepter, mais eux ne la pratiquent pas. On est donc dans une situation qui est vraiment une situation ambivalente. On marche sur la lame du rasoir. Pour l'instant, on est du bon côté. Une chose pour répondre sur Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Bien voir, pas d'erreur. La question qui est posée aux adhérents de la France Insoumise, c'est pas Macron ou Le Pen, c'est vote blanc, abstention ou Macron. L'option Le Pen n'est pas proposée.
Hein. Donc effectivement, je partage entièrement le point de vue de Jean-Yves sur la question de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon au niveau personnel, mais la question posée aux militants ne propose pas l'option Marine Le Pen. Et dans la culture de la gauche française, parce que même si Jean-Luc Mélenchon, sur l'exemple de Podemos en Espagne, en particulier la ligne Herrera, a voulu effectivement sortir de la question du positionnement à gauche, il y a une culture, bien évidemment, de gauche dans la France insoumise, et je ne vais pas vous refaire toute l'histoire depuis les années 30 des rapports entre la gauche française et l'extrême droite, ou même au XIXe siècle, mais enfin tout de même, il y a une tradition qui est structurante pour des gens, ne serait-ce que de ma génération à moi, qui est extrêmement forte. Donc les déplacements d'électeurs, ce que je tends à supputer, je disais tout à l'heure, quand on regarde les résultats, en particulier sur les primo-votants, on peut penser que le pari de Jean-Luc Mélenchon d'aller arracher une partie de l'électorat potentiel de Marine Le Pen, a fonctionné. S'il devait en reperdre vers l'abstention ou vers carrément le vote Marine Le Pen, la question c'est, est-ce que ce sont des électeurs venant de la gauche ou est-ce que c'est des électeurs qu'il a arrachés au départ ? Ça serait là la question. Je ne suis pas persuadé que ce seraient les électeurs venant de la gauche dans le vote Jean-Luc Mélenchon qui iraient voter pour Marine Le Pen au second tour. Voilà, je pense plutôt aux primo-votants qu'il a justement, manifestement, récupéré au vote Marine Le Pen. Je crois que le jeu, il est plutôt là et qu'il faut faire attention parce que, en plus, il y a des facilités de langage qu'on utilise. Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'extrême gauche. Dans le panel de la vie politique française, Jean-Luc Mélenchon ne représente pas l'extrême gauche. Il y a une reconnaissance de la démocratie représentative tout à fait claire chez lui, et de même une reconnaissance de la propriété privée, etc. Jean-Luc Mélenchon s'inscrit dans des traditions de la gauche française, musclées, dans cette tradition-là, mais pas à l'extrême gauche. Et sur la question de la sortie du FN pouvant être une déception chez Marine Le Pen, il faut quand même voir que vous savez, on parle beaucoup de présentisme dans les sociétés occidentales, la sortie de l'histoire, le fait de vivre le présent. Aujourd'hui, dans les représentations de la plupart de nos compatriotes, la France, ils ne la connaissent guère que dans le XXe siècle. Et le général de Gaulle, résultat, est devenu le réceptacle de toutes les représentations politiques. Il n'y a pas un homme politique, quelle que soit son orientation idéologique, de la gauche radicale, effectivement, jusqu'à l'extrême droite aujourd'hui, qui ne vous cite pas le général de Gaulle. Alors, c'est une absurdité absolue, évidemment, si vous prenez les choses stricto sensu, mais tout le monde aujourd'hui joue le petit général de Gaulle. Donc Marine Le Pen est aussi là-dedans, dans une espèce de gaullisme de profanation, si je peux me permettre de reprendre la formule de notre ami Gaël Brustier, avec un mimétisme assez grossier sur un certain nombre de traits du gaullisme, parce que le gaullisme représentait effectivement une idée de rassemblement national. Mais regardez qui sont les deux finalistes du second tour. Emmanuel Macron parle de rassemblement national par-delà la droite et la gauche, dans un sens totalement divergent de celui de Marine Le Pen et du général de Gaulle. C'est totalement un autre sens, la façon dont il le dit. Et Marine Le Pen parle de rassemblement national par-delà la droite et la gauche, dans un sens totalement différent des deux autres. Mais ce sont des items, ce sont des représentations qui correspondent à la liquéfaction de la Ve République, à une manière de se raccrocher aux branches. Je voudrais répondre à votre question sur l'opinion des militants frontistes après la décision de Marine Le Pen de se mettre un petit peu à l'écart. Je crois que personne, en l'occurrence dans les rangs frontistes, n'est dupe de la manière dont ça se passe. Encore une fois, ils savent bien que Marine Le Pen ne va pas lâcher la boutique, si je puis me permettre. Elle ne le peut pas. Elle ne le peut pas parce qu'il n'y a pas de président de rechange, elle ne le peut pas parce qu'elle détient des mandats, et qu'à mon avis, elle n'a pas l'intention du tout d'arrêter d'en rechercher d'autres. Ce qui transparaît, c'est ce que je vois, encore une fois, notamment sur les réseaux sociaux chez les militants frontistes, cette idée qu'au fond, elle a bien fait parce qu'elle va prendre de la hauteur, donner l'impression d'être, j'allais dire, presque comme Emmanuel Macron, une candidate qui n'est pas adossée à un parti politique. Sauf que, bien évidemment, dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est une réalité. Dans le cas de Marine Le Pen, on va dire la manœuvre est un peu... Après tout, pourquoi ne pas la tenter? Mais enfin, ça ne trompe absolument personne. Et une chose là-dessus, si je peux me permettre, regardez dimanche soir, le fait que la fête FN, si j'ose dire, et le QG était à Hénin-Beaumont, ça a deux sens. C'est jouer la France des oubliés, la France des territoires contre Paris, Emmanuel Macron à Paris. Il y a évidemment tout ce jeu-là de la périphérie et du centre. Mais si on n'est pas complètement naïf, parce que c'est de la politique,
C'est aussi, à part ça, je travaille ma circonscription pour les législatives en juin. Hein. Oui, bonjour. 2 questions un peu liées. Le premier, c'est les jeunes ont voté plutôt Marine Le Pen ou Mélenchon. Pourquoi ils ne votent pas Macron? Et qu'est-ce que Macron peut faire pour avoir le vote des jeunes? Et l'abstention, est-ce que vous voyez une grande abstention au 2e tour? Et pourquoi et quel sera l'effet? Merci. Moi, je suis très prudent sur les questions de l'abstention parce que les instituts nous avaient prédit une abstention plutôt très élevée au 1er tour et qu'on a en fait une participation qui, sans être absolument exceptionnelle, est au niveau du scrutin précédent. Donc, encore une fois, sur l'abstention, les Français s'intéressent à la campagne, continueront à s'intéresser, à mon avis, à la campagne dans l'entre-deux tours, savent qu'il y a un enjeu qui est un enjeu, comment dire, je ne veux pas employer le mot grandiloquent, mais enfin, d'une certaine manière, c'est quand même un enjeu civilisationnel. C'est-à-dire que c'est véritablement le choix non seulement entre 2 programmes politiques, c'est effectivement le choix entre 2 personnalités, mais c'est aussi le choix de 2 Frances différentes et de 2 avenirs différents. Ça ne peut pas laisser les électeurs totalement de marbre. C'est pour ça que moi j'ai confiance dans la participation au second tour. Maintenant, pourquoi est-ce que les jeunes n'ont pas voté Emmanuel Macron? Je crois que c'est un constat qu'il faut nuancer, parce que comme d'habitude, les votes pour les candidats, quels qu'ils soient, se structurent aussi autour de phénomènes d'appartenance sociale, autour de phénomènes de niveau de diplôme. Emmanuel Macron a son électorat jeune. Ça n'est pas celui de Marine Le Pen, ça n'est pas celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais il y a quand même à un moment donné une évidence, c'est que si un candidat qui est le plus jeune candidat dans l'histoire de la République, de la Ve République, à être présent au second tour de l'élection présidentielle, plus jeune que Valéry Giscard d'Estaing, s'il arrive au second tour, et si par ailleurs les électeurs votent pour lui, alors, et c'est à mon avis un point positif, un point nouveau, qu'il n'est pas l'émanation d'un parti politique. C'est bien qu'une partie de la jeunesse souhaite précisément renouveler le débat politique en faisant le choix de quelqu'un qui est de sa génération et qui incarne une manière nouvelle de faire de la politique. Il ne faut pas oublier non plus que d'autres candidats ont mobilisé la jeunesse. Benoît Hamon a mobilisé une partie de la jeunesse. Il a travaillé, bien évidemment, cette fraction de l'électorat. On voit dans un certain nombre d'endroits où il réalise des scores supérieurs à la moyenne, que naturellement une part de la jeunesse est allée vers lui. Ça ne s'est pas ensuite traduit par une dynamique nationale qui lui a permis d'être qualifié pour le second tour, mais la jeunesse, c'est pas un tout homogène, si vous voulez. Sur le Front National, on en reste toujours aux acquis de la science politique depuis 20 ans. Les jeunes qui votent pour le Front National sont ceux qui ont le niveau de diplôme le moins élevé. Ce ne sont pas évidemment parce qu'ils ont le niveau de diplôme le moins élevé que ce sont les citoyens les moins conscients, ou que ce sont des gens qui font une sorte de choix d'individus peu éduqués pour un parti qu'ils seraient aussi peu qu'eux. C'est tout simplement parce que ce sont des jeunes qui rentrent les premiers sur le marché de l'emploi, qui sont les plus soumis aux aléas d'un marché du travail qui se précarise de plus en plus, parce qu'ils ont aussi au quotidien un certain nombre de soucis que n'ont pas les gens de la génération d'au-dessus et que n'ont pas les gens qui ont un niveau de diplôme plus élevé. Mais la variable chez les jeunes, la variable diplôme, elle reste extrêmement structurante. Une chose, sur l'abstention, c'est difficile de prévoir. Par contre, on peut regarder ce qui s'est passé avant. Si vous regardez pour l'abstention sur les territoires, au municipal, à chaque fois que vous aviez une liste d'extrême droite donnée comme pouvant prendre une commune, vous aviez une surmobilisation de l'électorat. C'est-à-dire que la présence d'une extrême droite possiblement gagnante surmobilise l'électorat en pour ou en contre, hein, bien évidemment. Mais on a une participation beaucoup plus forte au municipal de 2014 dans toutes les villes où l'extrême droite est forte, y compris où il y a des listes d'extrême droite qui ne sont pas membres du Front National. Il y a des petites listes d'extrême droite en FN qui sont bien positionnées, qui font des bons scores au premier tour. On a une montée de la participation. Donc on peut penser, on ne peut pas prévoir l'avenir, mais on peut penser que sur un enjeu qui est quand même plus important que celui d'une commune, on ne devrait pas avoir une abstention peut-être aussi forte qu'on nous la promet aujourd'hui. Oui, je n'avais pas prévu de
d'intervenir, mais je veux juste à la fois partir de cette question de l'abstention et terminer par là. Cette campagne extravagante que l'on vit depuis plusieurs mois a suscité un grand intérêt des Français. Quand on regarde non seulement les audiences, quand on regarde même à la question est-ce que vous êtes intéressé à cette campagne, c'est une campagne qui intéresse massivement autant que les campagnes précédentes. Mais, c'est ça sa singularité, c'est une campagne qui a provoqué de la déception. La qualité de la campagne a été jugée mauvaise. Et donc pendant très longtemps, on était dans cette situation paradoxale où les Français s'intéressaient à la campagne, mais beaucoup d'entre eux disaient ne pas vouloir aller voter. Et ce qui s'est passé dans la dernière ligne droite, dans les 15 derniers jours de la campagne, c'est que l'incertitude que les Français ont vue pour la première fois, il y avait 4 candidats possibles qualifiés pour le second tour. Cette incertitude a créé de la participation. Et donc, on s'est retrouvé dans ce que les instituts évaluaient comme la fourchette haute, c'est-à-dire un petit peu moins de 80%. Les instituts évaluaient entre 72 et 78% la participation. Donc, l'incertitude, l'enjeu a créé de la participation. Deuxième remarque, je repars des résultats du premier tour et je parle sous le contrôle plus expert. Ce premier tour est une déception pour le Front National. Je ne sais pas si c'est un tournant, si c'est une pause, mais c'est un coup d'arrêt par rapport à ce qui était espéré. Il y a eu une progression en nombre de voix, mais c'est une déception sur le score, c'est une déception sur la place. Le Front National pensait et l'avait dit être en tête, et c'est une déception quand on regarde la dynamique de la campagne, puisque par rapport au point haut, c'est 5-6 points qui ont été perdus dans la campagne avec une succession d'erreurs. Certaines ont été relevées, j'en ajoute d'autres. Je crois qu'il y a eu 3 erreurs principales. Il y a eu une erreur sur ce que Marine Le Pen incarne. La France apaisée est exactement le contraire de ce qu'elle incarne, et donc l'angle de campagne, le slogan de campagne était orthogonal à ce qu'elle est. Et le contraire de ce que ces électeurs veulent, par exemple. Deuxième erreur, une erreur par rapport à ce que ces électeurs attendent. C'est vrai sur le ton, c'est vrai sur les thèmes. C'est ce qu'a dit tout à l'heure Nicolas, c'est-à-dire une campagne centrée d'abord sur les questions européennes, alors que leur préoccupation, et c'est ce qui singularise cet électorat par rapport aux autres, c'est l'immigration et l'insécurité. Et puis, peut-être troisième erreur, c'est une erreur par rapport à ce que ces électeurs potentiels espèrent. L'inflexion sur la question européenne, elle a été limitée et tardive. Et donc, elle a été sans effet. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer là, s'il va y avoir une inflexion supplémentaire, mais de toute manière, tout cela arrive tard. Donc, d'où, je crois, cette campagne de premier tour, dans une campagne qui était beaucoup une campagne de novation, Marine Le Pen a été beaucoup dans la répétition. Et donc, ça avait un air de déjà-vu par rapport aux campagnes précédentes. Dernière série de remarques sur le deuxième tour. La nouveauté, c'est qu'il y a une campagne de deuxième tour. Et c'est une grande différence par rapport à 2002. Il y a une campagne de deuxième tour. Alors, je ne sais pas si, sans doute, Marine Le Pen le pense-t-elle que Emmanuel Macron est le meilleur candidat face à elle parce qu'il est son exact opposé sur le plan idéologique. D'un point de vue politique, c'est peut-être son plus mauvais adversaire, ou son pire adversaire, parce que c'est celui qui peut être le plus en capacité de rassembler. Donc ça, on le verra un peu plus tard. C'est difficile de qualifier avant si c'est son meilleur ou son pire adversaire. Mais il y a une campagne de deuxième tour avec un front républicain qui met plus longtemps à se constituer qu'en 2002. On a parlé de la consultation des insoumis, même si il faut quand même remarquer, au-delà de la position de Jean-Luc Mélenchon, tous ses proches ont pris des positions beaucoup plus claires dès le soir même ou dès le lendemain du scrutin. Et la droite est sortie de la position du Nini qui était la sienne depuis maintenant des mois. Donc, quand même, on a un front républicain qui met plus longtemps à se constituer, mais qui se constitue encore largement. Le déroulement de la campagne du second tour montre qu'il y a une campagne, il va y avoir un débat. Il n'y avait pas eu de débat en 2002.
Jacques Chirac avait refusé le débat contre Jean-Marie Le Pen. Il y aura un débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et enfin, la dernière différence, c'est celle que vous avez évoquée à plusieurs reprises, c'est qu'il y a une incertitude sur le résultat. Il n'y avait pas d'incertitude sur le résultat en 2002. Là, la victoire d'Emmanuel Macron est probable, mais elle n'est pas acquise. Et qu'est-ce qui ferait, pour terminer par ça, j'ai dit que je terminais par l'abstention, Marine Le Pen ne peut pas être élue au sens où elle ne peut pas rassembler le nombre de voix nécessaires traditionnellement pour être élue président de la République. Elle ne rassemblera pas 17, 18 millions de voix comme ses prédécesseurs l'ont fait. La question c'est, est-ce qu'elle peut l'être par inadvertance? Est-ce que par une abstention si massive, on abaisserait à ce point le seuil qu'elle puisse être élue? Et donc, je termine par ce qui a été dit à l'instant, la présence et c'est là où on voit les limites de la banalisation du Front National, le Front National reste un parti dans l'opinion perçu comme étant radicalement différent des autres, et je serais surpris, je ne crois pas qu'il y aura cette négligence, ce laisser-faire des Français, mais c'est la question, c'est est-ce qu'ils iront voter? Je crois que c'est ça la question centrale. J'ai encore un peu de mal à comprendre jusqu'à quel point les électorats de Mélenchon et de Le Pen se sont rapprochés. Vous avez parlé de la tradition antifasciste de la gauche, c'est bien clair. Mais dans son discours, pendant la campagne, cet aspect de la souveraineté nationale, qui n'a rien à voir avec la tradition de la gauche, du mouvement ouvrier, était quand même très très fort. Et tous ces attaques contre l'Europe, contre l'Allemagne qui est la force prépondérante dans l'Europe, ça a joué un grand rôle. Mais maintenant, je ne comprends pas, est-ce qu'il a eu ce succès relatif grâce à ce discours ou malgré ce discours? Et donc, est-ce que les gens qui sont attirés vers lui par son discours presque nationaliste, est-ce que donc il pourrait se déplacer massivement vers Le Pen? Et le deuxième point, ce que vous avez mentionné, ce qui est super intéressant, est-ce qu'elle peut infléchir davantage son discours sur l'Europe? Elle a déjà dit cette décision sur la sortie de l'euro est tellement importante, je la mets entre vos mains, ce sera décidé par un référendum. Et effectivement, comme la clé de voûte de tout son discours antimondialiste, c'est la tyrannie de Bruxelles. Je vois mal comment on peut enlever ça sans que tout l'édifice de son discours s'écroule. J'insiste sur deux choses. Vous venez de dire son discours antimondialiste, c'est la tyrannie de Bruxelles. Son discours antimondialiste, ce n'est pas la tyrannie de Bruxelles. C'est un discours antimondialiste. C'est-à-dire un discours d'opposition à, là je vais être très précis, tout échelon de souveraineté supérieur à celui de la représentation nationale. Ces critiques ne s'adressent pas uniquement à l'Union européenne, elles s'adressent aussi à l'OTAN, elles s'adressent aussi à l'Organisation mondiale du commerce, elles s'adressent aussi à toutes les formes de régulation de l'économie de libre marché qui ne seraient pas entre les mains de l'État français. L'idée, c'est d'avoir une France qui se replie dans son hexagone, avec le protectionnisme dit intelligent aux frontières, et l'économie de libre marché à l'intérieur. Il ne s'agit pas du tout d'instaurer, dans la France de Marine Le Pen, une économie administrée, une économie qui prendrait les allures d'un, socialisme national. Il s'agit bel et bien de garder le capitalisme à l'intérieur, mais d'y mettre tu dis souvent une enclosure, d'y mettre des frontières et non pas simplement de le réguler, mais à la fois de garder les règles du marché à l'intérieur tout en sortant des règles du marché à l'extérieur. Donc ce n'est pas simplement l'antimondialisme de Marine Le Pen, l'opposition à l'Union européenne, c'est beaucoup plus vaste que ça. Quand elle critique tel ou tel candidat parce qu'il est le représentant du mondialisme, Emmanuel Macron par exemple, elle ne dit pas il est le représentant des intérêts de la Commission européenne. Elle dit il est le représentant de ce que nous détestons, c'est-à-dire des élites mondialisées. Elle ne prononce pas le mot d'apatride, mais d'une certaine manière, c'est un peu ça. C'est les élites
enraciner les élites nationales et de l'autre côté les élites déconnectées de la nation. Pour ce qui concerne la question de la souveraineté, du rapport de la gauche à la souveraineté nationale, je crois, si je peux me permettre, que vous commettez une erreur historique. La gauche n'a jamais, dans sa totalité, refusé la souveraineté nationale. D'abord parce que c'est une notion qui apparaît historiquement pendant la Révolution française dans la défense du territoire national vis-à-vis de celui de ceux qui l'agressent. La mobilisation du peuple en armes, c'est bien au moment de la Révolution française qu'elle s'effectue. C'est pas la droite qui l'a fait. Et ensuite, dans toute une portion de la gauche, il y a effectivement le version internationaliste, mais d'abord il y a aussi la capacité à se rassembler. On l'a vu en 1914, à quelques exceptions près, lorsque véritablement il y a un enjeu qui est l'enjeu de la survie de la nation, de la survie de la France. Une partie de la gauche, une bonne partie de la gauche, a su aussi parler de la souveraineté nationale et a su parler de l'union nationale. Puis, je vous rappelle quand même qu'au sein du Parti communiste français, c'était son intitulé, on a beaucoup joué à un moment donné, et on joue encore sur cette notion de fierté nationale, d'appartenance à une tradition nationale, qui est évidemment une tradition progressiste, et pas une tradition ultranationaliste, mais le Parti communiste n'a jamais fait l'impasse sur la question nationale. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir comment, dans les prises de position du soir de second tour, Pierre Laurent, lui, a su véritablement exprimer tout de suite un choix qui était clair, parce qu'il sait bien que les deux candidats qui sont présents au second tour représentent des traditions qui sont absolument antinomiques. Ou juste en un mot, si tu veux bien, c'est un truc important. Il faut bien voir, vous avez une césure dans l'histoire de France, et il y a quelque chose qui s'est passé de très important là-dessus depuis 2015. Votre nationalisme est à gauche de 1789 à 1870. C'est le nationalisme ouvert sur l'universalité. Okay, défaite de 1870 face à l'Allemagne, le nationalisme passe à droite et se fixe politiquement à l'extrême droite, avec le phénomène national-populiste du général Boulanger, et qui est la racine idéologique du Front National. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Emmanuel Macron dit « Je représente les patriotes contre les nationalistes ». Marine Le Pen dit « Je représente les patriotes contre les mondialistes ». On a les deux nationalismes face à face, ou les deux patriotismes, puisqu'ils s'auto-appellent patriotes chacun, si vous voulez, mais celui d'avant 1870 et celui d'après 1870. Ils sont tous les deux face à face, et c'est logique. Parce que depuis le 7 janvier 2015, il s'est passé quelque chose, c'était le 11 janvier et la suite, une France remplie de drapeaux bleu, blanc, rouge, un fort sentiment national utilisé par l'État et par le président de la République en le remettant dans les pas du nationalisme d'avant 1870, d'un nationalisme d'ouverture. Et en même temps, un Front National très fort. On a de nouveau les deux nationalismes en France qui sont présents cette fois en même temps depuis 2 ans. Et ce match qui a été ouvert le 7 janvier, on le joue là, au second tour, le nationalisme de 1870 d'avant face à celui d'après, c'est un processus historique qu'on a profondément devant nos yeux, avec une gauche pour laquelle la question de la souveraineté n'est pas que nationale, mais la question de la souveraineté populaire, ce qui est une question absolument essentielle. Là-dessus, le populisme de Jean-Luc Mélenchon doit bien plus à la Révolution française et à la DCIS qu'aux visions, effectivement, de l'extrême droite du XIXe siècle. Pardon, mais c'est un point super important et compliqué. Donc je voulais... Oui, Richard Verly du quotidien suisse Le Temps. Est-ce qu'il n'y a pas à l'œuvre, aujourd'hui au Front National, finalement, une mutation due au fait que c'est devenu un parti d'élus, avec les élus locaux notamment, européens et autres. Or, en Europe, on voit bien que la ligne anti-européenne peut rapporter gros à certains partis d'élus. La Suisse en est un exemple depuis 30 ans. L'UDC s'est construit sur la ligne anti-européenne, c'est devenu son fonds de commerce, et peut-être que le Front National, quelque part, c'est une question, a renoncé à la présidentielle pour devenir le grand parti d'opposition anti-européen. Bonjour, Enric Bonet, du journal espagnol Público. Vous avez parlé des bons résultats de Jean-Luc Mélenchon dans des villes comme Perpignan ou Corolan. Quelle est la capacité d'un mouvement populiste de gauche en France pour prendre des voix au Front National? Par exemple, lors des prochaines élections législatives, il y a François Ruffin qui va se présenter à Amiens, au nord de la France. Alors, je voudrais qu'on adresse Marion.
Et quel rôle joue elle? Elle est dans l'ombre un peu. Et qui est le plus nocif, si je puis dire, pour Madame Le Pen? C'est pour trouver les voix potentielles, Marion ou Philippot? Alors, je commence par répondre à la question sur le renoncement à la victoire. À la victoire présidentielle. Mais quand on renonce à la victoire présidentielle, vous savez, on renonce ipso facto dans les institutions de la Ve République, on renonce au pouvoir. Donc, mis à part le pouvoir local. Le problème, c'est que, d'une part, j'ai du mal à me figurer que cette prise du pouvoir soit totalement sortie des têtes des dirigeants frontistes, pour une raison simple. C'est qu'en France, la réémergence de l'extrême droite, à partir du milieu des années 80, c'est aussi la réémergence d'une famille politique qui cherche sa revanche. On n'a pas nécessairement idée, à partir de pays autres que le nôtre, de ce que, symboliquement, la disparition de l'extrême droite en 1944-45 a causé comme dommage dans les têtes, si je puis dire. Je parle des leurs, bien évidemment. Ce sentiment d'être les pestiférés de l'histoire, les ostracisés, ceux à qui on interdit la parole, ceux qui vont naturellement un jour se venger, prendre leur revanche sur l'épisode d'abord de 1944-45, prendre leur revanche aussi sur les défaites des guerres coloniales, prendre leur revanche sur l'échec de la tentative de prise du pouvoir contre le général de Gaulle. Je crois que dans beaucoup de têtes, je parle en tout cas de celles des dirigeants et des militants qui ont vraiment une armature idéologique et qui ne sont pas nécessairement la majorité, c'est quelque chose qui reste quand même à l'horizon. Il va falloir à un moment donné qu'on y arrive, parce qu'il y a une question, j'allais dire, de fierté politique au fait de revenir au pouvoir et de montrer que oui, c'est possible que l'extrême droite revienne au pouvoir après cette espèce de grand rideau noir qui tombe là, en 44-45. Et puis, en même temps, les électeurs, je pense qu'ils votent pour un parti dont ils souhaitent qu'il arrive au pouvoir. C'est bien ce que nous enseignent les enquêtes d'opinion. La question du vote d'adhésion ou du vote de protestation, quelque part, ça fait longtemps qu'on l'a résolu. Il y a une part de l'un, il y a une part de l'autre. Mais il y a une véritable adhésion aux fondamentaux du Front National, sur l'identité, sur la loi et l'ordre, sur l'immigration, sur la détestation des élites, sur la situation économique. Et les électeurs du Front National, ils ont bien l'intention qu'à un moment donné, ces idées-là, qu'elles s'incarnent dans la personne de quelqu'un qui va avoir les manettes et qui va pouvoir effectivement inverser le cours des choses. Donc, je ne suis pas persuadé que... Évidemment qu'il y a des rentes. Il y a des rentes. Je parlais tout à l'heure de Jean-François Jalc, qui est un homme aussi honorable que les autres, mais qui est le prototype même de celui qui fait depuis le milieu des années 80 une honorable carrière d'élu cumulant les mandats, qui n'est pas forcément un personnage politique grandiose, mais bon, qui est député européen, qui l'est depuis longtemps, qui est élu local, qui a une place dans l'appareil. Donc il y a effectivement des gens qui conservent leur position acquise et qui pourraient sans doute s'en contenter. Mais encore une fois, c'est pas un parti, c'est pas encore un parti qui est devenu un parti à pareil. Ça le deviendra peut-être un jour, mais je pense qu'on ne le devient véritablement parti à pareil que quand on a ou bien exercer le pouvoir, ou bien alors quand on est capable, comme le Parti communiste le faisait en son temps, de monter une contre-société. Or, le Front National, pour l'instant, il n'a pas encore, dans les mêmes proportions que le Parti communiste des années de sa splendeur, réussi à monter une contre-société. Alors, Marion Philippot. Et si une des erreurs de cette campagne, ça avait été, de la part de Marine Le Pen, d'avoir marginalisé Marion Maréchal. C'est, à mon avis, une erreur. C'est, à mon avis, une erreur, parce que finalement, la ligne ni droite ni gauche, elle heurte tout de même de plein fouet
un sentiment que je crois les uns et les autres on retrouve dans nos entretiens avec des électeurs ou des militants du Front National. Si vraiment vous les poussez à la question binaire, vous sentez-vous plutôt de droite ou plutôt de gauche? Très honnêtement, la réponse prévalente dans la majorité des cas, ce sont des gens qui se sentent plutôt de droite. Il y a une détestation de la gauche, de la légitimité de la gauche à exercer le pouvoir, des idées qui constituent son ADN, la détestation de l'idée d'égalité, la détestation de la philosophie des Lumières, qui à un moment donné font que, ben oui, ce sont quand même majoritairement des gens qui sont plus à droite qu'à gauche, ou plutôt à droite qu'à gauche. Et ce que Marion Maréchal dit, c'est qu'au fond, la posture du ni droite ni gauche, c'est une posture stérile, que l'enjeu, c'est de réussir à se positionner à la fois à droite, notamment sur la question identitaire, et d'accorder tout de même des amodiations à l'économie de marché, davantage de protection. Ça pourrait être finalement le Front National qui gagne, ou le Front National qui va plus haut. Ça pourrait être quelque chose que je qualifierais d'ethnisme social. Je sais bien que le terme est un peu compliqué, mais oui, d'ethnisme social, c'est-à-dire que véritablement social ethnicism, quelque chose qui à la fois mettrait au centre la nation dans son fondement identitaire, ethnique, et qui en même temps aurait la dimension sociale que la droite du libre-échange, que la droite des valeurs du marché n'a pas. Peut-être ça la recette gagnante. Pour compléter juste un mot sur ces trucs-là et sur la question espagnole, là, parce que c'est important la question du populisme de gauche et ça. D'abord, les électeurs de Marine Le Pen de dimanche, ils se positionnent sur la grille de très à gauche, sous-entendu extrême gauche dit de manière polie, à très à droite, extrême droite de manière polie, avec tous les positionnements possibles. Quand ils étaient interrogés dimanche, à 80%, ils se classent au maximum à droite. Ça correspond à toutes les enquêtes qui sont faites depuis plusieurs années, où quand sur une échelle, pareil, allant de 0 extrême gauche à 10 extrême droite, l'essentiel des électeurs du Front National se classe à 8-10. Ils se reconnaissent eux-mêmes comme de la droite extrême. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement. Et Marion Maréchal Le Pen correspond à ça, mais parce que c'est une élue de terrain comme Robert Ménard, tandis que Florian Philippot, Marine Le Pen, c'est des élus au scrutin européen, à la proportionnelle, sur une liste. Ce n'est pas exactement la même chose. Là-dessus, ça pose un problème compliqué, parce que nous sommes en France. La tradition d'extrême droite, bien évidemment, elle impose le mythe du sauveur. On ne peut pas abandonner le mythe du sauveur et de l'incarnation. Mais en France, il n'y a pas un courant politique, on le voit bien. Le candidat du centre eurolibéral qui est au second tour joue l'incarnation du sauveur, la figure mythique également. Même quand vous êtes du centre, en France, vous avez une culture nationale qui est telle sur ces questions-là que vous ne pouvez pas ne pas être une figure comme ça. La ligne populiste de gauche, elle a montré une grande efficacité là, à la présidentielle, mais elle avait une machine qui s'appelait Jean-Luc Mélenchon, qui est un tribun extraordinaire pour cette incarnation. Jean-Luc Mélenchon n'est plus un jeune homme. S'il y a un président de la République qui est élu là, qui aura 39 ans, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas dire « je reviens la fois d'après ». Il passe évidemment la main. Donc il va y avoir une grande difficulté à arriver à avoir ce degré d'incarnation qui est obligatoire, fondamental pour tout segment idéologique en France. Donc, il y a un vrai problème là-dessus, et il y a un vrai problème, un vrai risque de déconfiture sur une question, qui est la question de la social-démocratie. Parce qu'il ne faut pas croire que la social-démocratie en France soit au niveau de Benoît Hamon dimanche. Aux élections dans les entreprises, c'est la CFDT, c'est-à-dire le syndicat social-démocrate, qui, pour la première fois, a gagné contre donc, la CGT. Jusque-là, la CGT... syndicat très à gauche était number one, maintenant c'est la CFDT. Ça montre que la social-démocratie, il ne faut pas croire que c'est les 6% de dimanche, qu'il y a beaucoup plus de résistance. Donc si la France insoumise dit « nous sommes tout, nous voulons tout », sans regarder la question de l'alliance avec la social-démocratie,
il y aura de grandes déconfitures parce qu'il y aura ce problème-là, en plus du problème de l'incarnation du leader. Donc ils sont dans une situation, c'est un score absolument magnifique qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Ça montre effectivement comment une ligne populiste de gauche peut marcher en France, mais avec de très grandes fragilités qu'il ne faut pas rater par rapport à ça, quoi. Et juste une chose sur par rapport à ce que vous disiez aussi, un parti local, il faut quand même bien voir, il y a 28% des conseillers municipaux élus par le Front National en 2014 qui ont démissionné. C'est un parti qui n'arrive pas à se stabiliser et vous avez des conseillers municipaux qui appellent le siège, qui appellent le secrétariat général en disant « j'ai des problèmes dans mon territoire, ça ne va pas, etc. Il faut qu'on en discute », à qui on ne répond pas, hein. Ils peuvent appeler 2-3 fois, envoyer 2-3 mails. Le secrétariat général, c'est une pétaudière, le Front National. Hein, on parle de professionnalisation du Front National, ça reste une pétaudière. Il n'y a pas de réponse, il claque la porte. Donc c'est un parti qui n'est pas arrivé à se stabiliser. Et ça explique sans doute une partie, le fait que Marine Le Pen ne soit pas aussi haut que ce qu'on veut, parce que ce que nous montre aussi l'histoire du Parti communiste français, c'est que quand vous êtes sur la marge du système, il vous faut un réseau municipal, un réseau territorial qui vous normalise et un tribun qui vous incarne. Le succès du PCF, c'était le communisme municipal d'un côté et un tribun national, et c'était l'alchimie entre les deux qui lui permettait d'être un parti confrontant aux autres partis politiques en France, d'être la force anti-système de l'époque. Or, le Front National ne fait pas l'effort de travailler ses élus, ne fait pas l'effort de les dorloter, ne fait pas l'effort de les laisser se normaliser dans les territoires. Et c'est quelque chose qui va payer de plus en plus cher, à mon avis. Aussi capable de gouverner, si on parle des petites villes, les gens qui sont pas en mesure de se stabiliser, même localement. Donc, alors, en même temps, dans les villes FN, le score de Marine Le Pen est excellent. Donc, ils arrivent à s'enraciner sur les territoires. De même qu'au départemental, autour des villes gagnées par le Front National, on avait des très beaux scores. Donc, il y a un enracinement local qui peut se faire tout à fait pour le Front National. Le problème, c'est de ne pas l'utiliser pour le national. Le Parti communiste français savait jouer de ça, utiliser l'appareil dans les territoires pour aider le candidat à la présidentielle, et puis on continuait comme ça de manière un cercle vertueux. Là, il y a un détachement entre les deux. Il y a un détachement entre les deux. Ramin, agence de presse chez Nouvelle, j'ai une question pour les législatives. Bien que Marine Le Pen sera probablement battue dans le second tour, mais on peut voir encore que pour cette année, le Front National a renforcé son influence lors du premier tour. Donc, pour les législatives, est-ce que ce parti va poursuivre à obtenir un bon score dans les législatives? Et sur le clivage politique français, avant, c'est plutôt facile à comprendre entre comme gauche à droite. Et donc, ça ira où aujourd'hui? Donc, c'est un peu, il semble que pour nous, c'est un peu compliqué. Donc, ça sera vous. Pour nous aussi, oui. Après cette année, sincèrement. Donc, dans l'avenir, ça sera mondialiste contre anti-mondialiste, ouverture et fermeture, et comme ça. Donc, quels sont vos avis? Sur les élections législatives, il faut toujours se rappeler que nous n'avons pas la proportionnelle, nous n'en avons même pas un petit bout, et que sans la proportionnelle, le Front National peut certainement passer des 2 députés qu'il a actuellement, 2 sur 577, à un groupe parlementaire, mais que la conquête d'une majorité parlementaire est quelque chose d'absolument exclu. Moi, je rappelle quand même qu'aussi, même si le Front National a un groupe parlementaire dans la prochaine législature, ça ne sera absolument pas une première. Il en a déjà eu un. Il en a déjà eu un en 1986, lorsque le président Mitterrand avait introduit précisément la proportionnelle. Il avait eu à l'époque, en 86-88, 35 députés. Bien. On ne lui en prédit pas autant. Mais ces 35 députés, à quoi ont-ils servi? On a très tôt regardé un petit peu dans le travail parlementaire comment il se comportait et ce qu'il produisait, pour être efficace dans le travail parlementaire, pour pouvoir porter jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au vote, une proposition de loi. Bon, d'abord, il vaut mieux être effectivement couplé avec l'exécutif, et puis, même si vous ne l'êtes pas, il faut qu'à un moment donné, des parlementaires d'un autre parti politique, par exemple dans le cas du Front National, des parlementaires de droite, acceptent de co-signer votre proposition de loi, acceptent de la coporter. Or, sauf rarissime exception près, depuis que Gilbert Collère et Marion Maréchal sont élus, il ne s'est jamais produit, lorsque le Front National avait ses 35 parlementaires, que des députés de droite disent « Ah bah oui, ce que vous avez là comme proposition de loi, c'est intéressant, on va la co-signer avec vous ». Ils ne regardaient même pas le contenu. Ils se disaient...
ils jugeaient pour certains que c'était effectivement intéressant, voire que c'était novateur. Mais le simple fait d'accoler votre nom, quand vous êtes un parlementaire de la droite conservatrice, à une proposition de loi qui est présentée par des parlementaires du Front National, c'est le baiser qui tue. Le baiser qui tue. On va peut-être encore prendre 2 questions. Oui. Depuis quelque temps, Marine Le Pen utilise beaucoup l'expression les oubliés, les invisibles, les abandonnés. Donc je voulais vous demander comment vous évaluez cette utilisation, si ça réussit ou non, et si il serait possible de voir une utilisation pareille dans d'autres partis, notamment par exemple chez Jean-Luc Mélenchon, chez la gauche. Si vous pouvez dire quelque chose, un mot sur les catholiques. Les catholiques traditionnellement votent la droite parce que dans d'autres pays, je crois en Allemagne, il serait impossible qu'ils votent maintenant l'extrême droite. Nous n'avons pas de tradition, je vais répondre là-dessus parce que c'est quelque chose que je regarde avec attention. Nous n'avons pas en France de tradition chrétienne-démocrate. Le peu qui en a existé sous la 4e République avec le mouvement républicain populaire n'a pas eu une énorme postérité. Il y a eu sous la 5e République des petits partis centristes qui ont d'abord soutenu la candidature de Jean-Luc Anhuet à la présidentielle de 1965. Ça a ensuite été le CDS, avec notamment cette grande figure qui a été Simone Veil. Mais au fond, c'était une force d'appoint, une force marginale. Elle pouvait, sur un certain nombre de combats sociétaux, être absolument décisive. Je reviens à la question de la loi Veil. Effectivement, c'est le centre qui a permis son adoption, mais c'est pas elle qui tenait le gouvernail, si vous voulez. Les catholiques, depuis quelques années en France, sont dans une situation qui est extrêmement compliquée à décrire. D'une part, nous restons un pays où la pratique catholique, et la pratique religieuse en général d'ailleurs, en milieu chrétien, je crois que chez les protestants c'est à peu près la même chose, est tout de même relativement en berne. Chez les catholiques, il y a une crise des vocations. Il y a un nombre d'églises, de séminaires, de chapelles à vendre qui restent extrêmement élevés. Ce sont d'ailleurs les milieux traditionnalistes qui généralement les achètent et les reprennent. Mais en même temps, il y a une fraction de cette opinion catholique qui, depuis les manifestations contre le mariage pour tous, se remobilise et se remobilise à l'intérieur de l'Église, c'est-à-dire non pas dans les milieux catholiques intégristes qui ont suivi le schisme de 1988, mais à l'intérieur de l'Église, en ayant compris qu'ils doivent peser d'une part sur le cours de l'Église, théologiquement, sur ce qui se fait dans l'Église, avec d'abord, vous savez, la séquence Jean-Paul II, Benoît XVI. C'est plus compliqué avec le pape François, mais elle a quand même donné aux conservateurs, aux traditionnalistes, un certain nombre de satisfactions. Donc agir à la fois sur le plan religieux et agir aussi sur le plan politique. Agir sur le plan politique au sein d'un parti qui a vocation à gouverner. C'est tout le sens de l'émergence d'un mouvement comme Sens commun. J'ai une dernière question. Oui. Très rapide. Je voulais juste demander par rapport au débat télévisé qui va avoir lieu le mercredi avant le deuxième tour. Est-ce qu'il peut avoir un grand effet, justement, si Marine Le Pen elle se présente très bien et Macron il n'est pas du tout bon? Alors là-dessus, on est sur quelque chose qui est... non, on a cessé de le dire, cette campagne est extravagante. Hein. Une des choses qui était prévue, c'était la mort de la télévision et que la campagne se fasse sur les réseaux sociaux. Ça a été l'exact inverse parce que c'était le jeu de cette campagne. La télévision a joué un rôle absolument central. Le débat à 11 a été quelque chose d'essentiel pour faire les rapports de force politiques. Et il est évident que ce débat battra un record, vous verrez, de finale de Coupe du Monde de football, à mon avis, à l'audimat. Je veux dire, on peut placer la barre à ce niveau-là, ce qui est vraiment, au-delà de la blague, hein, veut dire quelque chose. Non, oui, c'est un débat absolument essentiel, et il y a une tradition très importante en France, pour ceux qui ne seraient pas là depuis longtemps, qui est
la phrase qui marque un débat. C'est-à-dire tout le monde travaille ses phrases. Il faut avoir, vous n'avez pas le monopole du cœur, il faut avoir une phrase comme ça qui sera la phrase qui montre que vous avez tué votre adversaire avec le sourire. C'est l'amour des Français. Ça, c'est une règle extrêmement importante. Vous savez, c'est un peu comme à l'époque moderne, quand les duellistes qui disent des jolies phrases, c'est mieux dans le duel. Bon, ça, c'est essentiel. Celui qui poignardera l'autre avec le sourire aura gagné, et ça peut faire bouger des vrais rapports de force. Ça nous renvoie quelque part à la question de la France des oubliés aussi, je fais la jonction. C'est pas tant. Elle a repris les schémas du géographe Christophe Guilly sur une question du rapport centre-périphérie. Le rapport centre-périphérie, il est bien plus complexe que le rapport centre périurbain, tel qu'on l'a souvent présenté. À l'intérieur même d'une ville, il y a des périphéries. C'est à l'intérieur des cotisations sociales qu'il y a des périphéries. La force, la puissance du Front National, c'est d'arriver depuis plusieurs années à agglomérer des périphéries sociales, culturelles, économiques, géographiques, effectivement. Et la force d'Emmanuel Macron, et c'est là où effectivement c'est intéressant pour ce second tour, si vous regardez l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est que justement il est arrivé dimanche, manifestement, à fédérer des centres, à fédérer au contraire des gens qui sont les insiders de la globalisation, des gens qui sont diplômés, des gens de centres urbains, etc., etc. Et c'est vrai que Marine Le Pen, là, peut jouer, et dans une situation où elle peut dire lui, c'est la France des insiders, moi, c'est la France des oubliés, et donc je suis légitime. Sachant qu'il y a quelque chose qui est amusant là-dessus, c'est que dans les catégories sociales supérieures, il y a des électeurs frontistes, et ce discours est pour eux très important, parce qu'ils justifient leur vote par la menace de l'islam. Ces gens qui ont du revenu qui votent FN, ils vous disent il y a une menace de l'islam qu'il faut regarder en face, et puis ils motivent leur vote par le fait qu'eux sont justement conscients des réalités sociales et qu'ils sont solidaires des autres Français qui sont en difficulté. Et donc c'est très important, on parle toujours des ouvriers du Nord-Est qui votent FN, mais si vous regardez dans le Nord-Est, les cadres supérieurs survotent FN également. Et vous pouvez trouver ça sur plein de territoires. Je prenais le cas de Perpignan. Perpignan, le quartier le plus riche de la ville, quand vous regardez, c'est le quartier qui vote à 52% pour le Front National au second tour des municipales. C'est celui qui vote le plus. Et c'est le quartier le plus riche qui vote le plus, mais sur un discours qui est entièrement construit sur nous sommes conscients des problèmes, etc. Donc c'est des choses qui sont importantes pour justifier ce vote des catégories supérieures en même temps. Je vous en prie. Le niveau d'allergie que le Front National suscite majoritairement parmi les Français, qui est finalement c'est déterminant pour l'impuissance du Front National. Dans l'élection régionale, c'était 57% des Français qui disaient que le Front National c'est un danger pour la démocratie et pour la République. Aujourd'hui, ça c'est comment? Ça remonte. Ça avait baissé à partir de 2011 avec la stratégie de normalisation. Mais plus le Front National est monté depuis 2014, plus l'image de danger remonte. On est là actuellement à 58% des sondés qui considèrent que c'est un danger pour la démocratie. Et pire, pour Marine Le Pen, plus contrariant pour elle pour le second tour, son image personnelle est devenue encore plus négative que l'image du parti. Alors au départ, en 2011, c'était l'inverse, c'était son image positive qui devait permettre de normaliser le parti. Or, aujourd'hui, elle a un vrai problème, d'où sa stratégie de premier tour qui n'a pas marché, qui a été de se normaliser, parce que, par exemple, l'année dernière, il y avait 67% des sondés qui la jugeaient sectaire, elle, sur le plan personnel. Et quand 67% des sondés pensent que vous êtes quelqu'un de foncièrement sectaire, c'est pas évident pour effectivement faire un second tour de présidentiel à 50% plus une voix. Et aujourd'hui, il faut bien voir, je finirai juste là-dessus, c'est le dernier mot, on a souvent là-dessus fait une erreur. Si vous prenez 1995, les électeurs de Jean-Marie Le Pen disent qu'ils ne votent pas pour le candidat, mais pour le programme. Alors que les électeurs d'Édouard Balladur, le candidat de la droite de l'époque, disent « je vote pour la personne et non pas pour son programme ». L'électorat de Jean-Marie Le Pen est un électorat tout à fait convaincu. Et là, aujourd'hui, on a des problèmes pour Marine Le Pen avec une image qui s'est beaucoup détériorée.